Eh bien bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour un JT Pop. Aujourd'hui, je vais finir mon top des vieux films découverts en 2024 et je voudrais vous remercier de m'avoir suivi parce que vous avez été nombreux à, à regarder cette vidéo. Ça me touche, ça me fait plaisir et je voulais aussi remercier les 500 abonnés de ma chaîne parce que ça y est, je les ai dépassés. J'ai mis un temps fou avec mes petits bras et j'y suis arrivé. Donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Et du coup, ça donne envie de faire des vidéos. Je vais vous en faire plein, 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 plein. Et à un moment donné, vous en pourrez plus. Je rigole. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu la vidéo, je vous rappelle les 5 premiers non, les 5 derniers films que j'avais proposés, c'est-à-dire que je partais du numéro 10 au numéro 6, et aujourd'hui je ferai du 5 au 1. Et donc en numéro 10, j'avais commencé par Meurtre de Richard Potier avec Fernandel. Alors là par contre je vais pas vous raconter ce que c'était, là il faut voir la vidéo. J'avais parlé des Chiens enragés de Mario Bava. J'avais parlé de la conspiration du Caire de Tariq Saleh. Et j'avais parlé du Diable au corps, version Marco Bellocchio des années 80. Et j'avais fini par Je suis le seigneur du château de... et là j'ai un trou, Régis Varnier. Voilà. Et aujourd'hui, on va commencer par le numéro 5. Et on commence tout de suite. Le numéro 5, c'est un film sorti dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Toré qui s'appelle The Sporting Club. The Sporting Club de Larry Pierce. J'avais fait une vidéo à chaud après l'avoir vu, tellement le film m'avait impressionné. C'est un film assez fou, où moins on en sait, plus on se porte, c'est-à-dire que c'est un film où on sait jamais où on va. Et un peu déstabilisant comme ça au début, mais voilà. Donc je vous raconte juste à gros traits ce que c'est. C'est une bande de riches d'une haute société, voilà, les ultra riches, hein, pas la petite bourgeoisie, mais les ultra riches qui se rencontrent tous les dimanches pour picoler, prier, chasser, pêcher. Et cette année-là, c'est une année un peu particulière parce que ils vont ouvrir une capsule temporelle, pardon, enterrée par leurs ancêtres il y a 100 ans. Et et donc ce week-end ça va aller d'une certaine guerre entre les riches et les pauvres. C'est un film très grimaçant, très méchant, qui rappelle un peu l'esprit Robert Altman, mais qui rappelle surtout The Second Civil War de Joe Dante. Un film absolument dément, sorti en double programme chez Studio Canal, Make My Day. Je vous conseille fortement. Ça m'a impressionné, ça m'a interloqué, ça m'a fait rire. Et vraiment, à voir absolument. Il n'y a pas de star dedans. C'est une des raisons pour lesquelles il a sorti un double programme, me semble-t-il. Mais c'est un vrai film à voir et à revoir. En numéro 4, je vais parler de Mean Beaver de Basil Dearden. Film anglais des années 60 avec Dick Bogart. Toujours sorti chez Make My Day, donc je leur fais une promotion. Si un jour ils veulent m'envoyer les Blu-ray gratuits, ça serait gentil. Non, je rigole. Mais c'est toujours un plaisir de temps en temps de se dire tiens, je vais acheter un film que je ne connais pas dans cette collection parce que si le film sort, c'est qu'il y a je veux dire, il y a des raisons un peu cinématographiques. On est rarement déçu, on est souvent intrigué, parfois en bien ou en mal. Hein, un film peut nous énerver, un film proposé par Jean-Baptiste Toré, mais souvent on a affaire à du cinéma. The Mean Beaver, c'est un film en noir et blanc qui oscille entre plusieurs genres. On pourrait penser au thriller paranoïaque par rapport à son début, puisque ça raconte l'histoire d'un scientifique qui prend le train, qui voit des gens qui le suivent de partout et puis qui va mourir. J'en dirai pas comment. Et en fait, cet homme étudiait une manière nouvelle de laver le cerveau avec un processus assez particulier. Et pour comprendre cette mort tragique
le personnage interprété par Dick Bogart, va tenter l'expérience. Ce qui va donner un film assez incroyable, où on n'est pas loin du Dr. Jekyll et Mr. Hyde à un moment donné, et Dick Bogart le fait super bien. Et petit à petit, le film va se transformer en une sorte de mélodrame, et c'est l'amour qui va aider tout ça, et c'est vraiment, vraiment très très bien. Un noir et blanc magnifique, ouais, et la copie est sublime. Donc, et le film est assez étonnant, parce que comme The Sporting Club, c'est le film dont on ne sait jamais vraiment où on va, on ne sait pas où on met les pieds, ça fait du bien de pas être dans un film codifié. Donc, un très très beau film, Mean Beaver de Basil Dearden. En numéro 3, alors là, c'est un film assez récent, hein, qui doit avoir 3 ou 4 ans, pardon, et qui s'appelle Leila et ses frères. J'ai oublié de marquer le nom du réalisateur, ce qui est une honte. C'est un film iranien. Ce réalisateur-là avait fait un film qui avait déjà marqué les spectateurs, qui s'appelait La Loi des Téhéran, qui était un polar sur la justice, je dirais, iranienne, et qui était vraiment passionnant. Et ouais, c'est un film qui... Alors, Leila et ses frères, ça démarre, je dirais, comme une épopée familiale. Et petit à petit, ça va se resserrer sur le père et sur le fait qu'il veut absolument devenir une sorte de parrain à un mariage. Voilà. Et tous les problèmes que ça va donner, et tous les... euh, comment dire, tout ce que ses enfants vont faire pour essayer de le qu'ils ne les mettent pas dans la mouise à cause d'un rêve un peu de grandeur. Alors ça commence presque comme un film à la, j'ai tendance à dire à la Cimino. Il y a vraiment des envolées dans les premières minutes où ça mélange une manifestation contre une grève, et ça mélange une scène dans une mosquée, et ouais, et le montage est alterné, et ça donne de suite, vous êtes happé par tous ces personnages-là que vous connaissez pas, et voilà, et il y a des scènes absolument lyriques. Il y a une scène de mariage, de danse, qui me fait beaucoup penser à Voyage au bout de l'enfer. C'est pour ça que je le rapproche de Michael Cimino, et de ce côté, je dirais, oui, lyrique, épique. Alors que le film est quand même assez intime, mine de rien. Et on le ressent jamais. On a l'impression d'un film familial, mais fait avec plein de sous, alors ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais c'est toujours à fleur de peau, c'est toujours dans l'émotion. Et voilà, c'est un très 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 grand film que je vous conseille. Il existe en Blu-ray euh, dans une superbe copie. Voilà, et ouais, vraiment un chef-d'œuvre, hein, on va dire ça le mot, un chef-d'œuvre, je le lâche. On va finir par les deux premiers. Alors les deux premiers, j'ai failli mentir à un moment donné. J'ai failli pas mentir, mais tricher. Je voulais mettre Les Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa. J'ai déjà vu, comme c'est un film découvert, j'ai hésité, parce que moi, j'avais vu une version de 3 heures. Et cette année, en plein été, il est sorti une version de 3h40. Alors c'est une copie qui existe depuis un certain temps, hein, maintenant, la version de 3h40, qui a été découverte dans les années 90-2000, je crois. Euh, Est-ce que c'était une nouveauté, du coup, de- de- voilà, est-ce que c'était une nouveauté de l'année? Est-ce que j'ai vraiment découvert ce film? Non, parce que en fait j'ai découvert 40 minutes. Donc je me suis dit non, ben alors on va pas faire les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. On va être honnête, et on va parler d'un film, d'une petite série B. Voilà, c'est-à-dire que l'idée aussi de ce top 10, c'est de mélanger grand film et petit film.
Et voilà, parfois vous allez à Noz et vous achetez des DVD et vous tombez sur des perles. Alors attendez, je vais vous montrer parce que voilà, je l'ai près de moi, c'est pas prévu. Et c'est vraiment un coup de cœur. Voilà, Run, Hide, Fight. C'est, ouais, vous voyez Thomas Jane et Treat Williams dans un de ses derniers rôles. Vous vous dites, oula, c'est même pas une série B, c'est une série Z. Ben non, c'est une série B. Imaginez Elephant de Gus Van Sant mélangé à Piège de cristal et avec l'esprit, avec pour la jeunesse, parce que ça se passe dans un lycée, donc on parle évidemment c'est un teenage movie, donc on parle de leurs problèmes aussi, et qui rappelle beaucoup 16 bougies pour Sam. Vous le mettez dans un mixeur et vous donnez, vous donnez comme héroïne un personnage assez étonnant qui est proche du survivaliste, enfin dans la vision, une jeune fille qui est énervée, une lycéenne qui ne sera jamais victimaire. Et vous avez un film un peu à The Hunt aussi, qui était une série B qui mettait en avant ce qu'on appelle les rednecks. C'est pas vraiment une redneck, mais c'est une fille qui n'est pas de la bourgeoisie, qui est pas propre, voilà, mais qui peut avoir comment dire, un rapport différent à la violence que nous. Voilà, son père l'apprend à chasser, tout ça, et puis bon, bah, quand 4 individus rentrent dans le lycée, ben, elle se laisse pas faire. Et c'est ça qui me semble très passionnant dans ce film. On s'ennuie pas, c'est bourrin, et c'est bien réalisé, c'est bien pensé surtout. Et c'est surtout à contre-courant de ce qu'on voit aujourd'hui dans les blockbusters actuels. Là, on est dans un film, on pourrait dire réac. Moi, ça me dérange pas. Mais ce côté réac est aussi des fouloirs dans notre époque où on est toujours dans le politiquement correct et tout ça. Donc celui-là, il va à fond. Il y va à fond. Et ça fait un bien fou. Et c'est très 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 agréable. Donc, en numéro 2, Run, Hide, Fight. Et je vais vous donner le nom du réalisateur parce qu'il le mérite. Kyle Rankin. Mais je connais pas du tout ce type. Mais en tout cas, il m'a fait passer un bon moment. Et rien que pour ça, je lui dis merci. Et puis en numéro 1, et là je pouvais pas passer à côté parce que là c'est le film monumental qui est ressorti en salle cette année, qui est ressorti dans des salles particulières parce qu'il fallait un dispositif particulier, puis c'était un film un peu long, 7h45, et c'est le Napoléon d'Abel Gance. Napoléon d'Abel Gance, film des années 20, film complètement dément, et il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait une version complète qui ont réorchestré, et cette année, le film est sorti dans quelques salles avec des orchestres parfois symphoniques, et c'était une véritable expérience cinématographique. Alors, moi, je l'ai vu en 2 fois, le Napoléon d'Abel Gance, et j'ai pris un pied comme rarement. Étonnamment, le film est, je crois qu'il est toujours disponible sur la plateforme de France Télévisions, sur la 5. Et j'ai essayé de le revoir là et je ne suis pas arrivé. C'est parce que j'arrivais pas à me concentrer et j'avais encore les images de ce que j'avais vu à l'été, de ce que j'avais ressenti. Mais voilà, si vous pouvez le voir en salle, il passe quelque part, allez le voir, c'est monumental. C'est-à-dire que Abel Gans, c'est quelqu'un qui, pour raconter une histoire, prenait son temps. Et parfois, l'a rempli de plein de petits détails. Le film commence par la jeunesse, mais l'enfance de Napoléon. Après, on a la Révolution française. Après, on a un passage en Corse. Vous voyez, mais c'est toujours des moments assez longs, alors que c'est des scènes qui pourraient être racontées dans un blockbuster biopic, j'allais dire, à la Ridley Scott, ça serait raconté en 2 minutes. Lui, il le raconte en 15-20 minutes et ça devient passionnant parce qu'un détail éclaire beaucoup sur la caractérisation de ce personnage en couleur.
Alors bien sûr, tout n'est pas vrai dans le film. C'est la version, je crois que c'est même écrit sur la fiche, pardon. C'est la version de d'Abel Gans, de sa vision du personnage historique. Donc, il le romantise, il l'embellit, mais sans jamais être géographique. Ça reste toujours intéressant et c'est surtout monumental question cinéma. C'est plein d'idées visuelles. Alors il y a beaucoup de filtres de couleurs parce que si c'est la nuit, bah, vous aurez une image bleutée. S'il fait chaud, vous aurez une image rouge. Euh, c'est plein d'idées, c'est plein de... Alors on est dans... Albert Gans aimait l'excessivité. Donc on est parfois dans quelque chose de vachement mélodramatique. Mais avec le sujet, ça convient parfaitement. Et voilà, c'est un film qui dure 7h45. Je l'ai vu en 2 parties. C'est mieux, je pense. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'images à- j'allais dire, à digérer. Mais c'est vraiment formidable. Et c'est vraiment du cinéma pur. Et je pense qu'il faut voir des films muets de temps en temps pour comprendre ce que c'est que la grammaire cinématographique et qu'il n'y a pas besoin de mots pour raconter une histoire. Donc, on va finir sur le Napoléon d'Abel Gans, et c'est déjà pas mal, parce que là, je pouvais pas faire mieux. Hein. Mais je vais citer donc mes 5 premiers, assez bizarres, parce qu'il y a aucune, je pense qu'il n'y a aucune cohérence dans mon top 5, mais c'est pas grave, c'est ça qui est amusant. Donc, The Sporting Club de Larry Pearce, Mean Beaver de Basil Dearden, Leila et ses frères, là j'ai oublié le nom du réalisateur et c'est une honte, Run, Hide, Fight de Ken, j'allais dire Ken Anakin, mais c'est pas loin, hein, c'est ça oui. Ken Rankin, non pas Anakin, rien à voir avec Star Wars, et Napoléon d'Abel Gans. Et voilà, ça vous donne juste des idées de voir des films. Si vous les avez vus, si vous les voyez et qui vous ont plu ou pas plu, ben, vous pouvez me laisser un message sur la vidéo. Je serai heureux de débattre avec vous. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt alors pour d'autres vidéos. En janvier, je ferai mon top 10 des films que j'ai découverts. Parce que soit en plateforme, soit au cinéma de 2004. Mais j'attends la fin de l'année parce que pour moi, décembre, on sait jamais, il peut y avoir des beaux films encore à voir. Je vous dis à bientôt et merci de votre patience.